Star Wars, Dune, Avatar, Superman, Flash Gordon. Savez-vous que toutes ces histoires, et pas que, doivent beaucoup à un récit édité à partir de 1912 sous forme de feuilleton, puis publié en roman en 1917 sous le titre Une princesse de Mars, dont l'auteur n'est autre que le créateur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Mais que quoi, qu'est-ce me direz-vous? On aurait ainsi pillé un auteur sans vergogne pour créer tant de récits célèbres, et personne n'en sait que dalle. Et en plus, j'en entends déjà se dire, mais Star Wars et Superman, ça n'a absolument rien à voir. Comment cela pourrait-il avoir une origine commune? Ça dépasse l'entendement. Eh bien, on voit cela tout de suite. Ah, ce John Carter, dont Disney produisit une adaptation qui fut un flop retentissant en 1912. Un siècle exactement après sa création, on ne peut pas dire que ce fut un anniversaire digne de ce nom. Comment ce personnage qui fut à l'origine de tout un pan de notre culture actuelle a pu tomber si bas? Bon, déjà, si le film avait eu une promotion digne de ce nom, il aurait peut-être connu un autre destin. Imaginez qu'au lieu d'une bande-annonce pas très engageante et pas très explicative sur le récit, nous avions eu cela. Bon ok, j'affirme des choses, mais pour l'instant je n'apporte pas d'éléments pour confirmer ce que je raconte. Mais pas d'inquiétude, ça va venir. Et bien sûr, pour vous expliquer tout cela, je vais d'abord vous résumer le récit de la première aventure de John Carter, nommée Une princesse de Mars. Alors, John Carter devint ensuite un cycle de romans, mais pour mon propos, il me suffira de parler essentiellement du premier roman, que par commodité je vais illustrer avec les images du film, même si c'est bien le roman que je vais résumer. Et je m'attarderai sur le film bien sûr, mais plus tard. On a d'abord d'autres choses à voir, et il est essentiel que vous connaissiez, au moins dans les grandes lignes, l'histoire de ce roman, car sinon, tout ce que je vais vous dire ensuite n'aura pas beaucoup de sens pour vous. Et bien sûr, à partir de maintenant, que ce soit sur John Carter et les autres œuvres dont je vais parler ensuite, je vais forcément révéler plein d'éléments des divers récits en question. Fin du 19e siècle aux USA. Le neveu de John Carter apprend que celui-ci a été retrouvé mort le matin même. Dans son testament, John Carter demande à être enterré dans un mausolée ne s'ouvrant que de l'intérieur, laissant à son neveu un manuscrit dont il entreprend la lecture. John Carter y raconte que quelques années auparavant, alors qu'il cherchait de l'or en Arizona avec un associé, ils furent attaqués par des Apaches. Son ami tué, il prit la fuite, mais toujours poursuivi par les Apaches, finit par trouver refuge dans une grotte. Caché dans la grotte, et constatant que les Apaches n'osent s'en approcher, il est comme arraché à son propre corps et voyant Mars briller fortement dans la nuit, il se sent comme attiré par la planète. Se réveillant nu sur le sol de Mars, il découvre qu'il est capable de faire des bonds gigantesques en raison de la faible pesanteur. Alors un petit aparté à ce sujet, comme ça l'affaire est réglée. C'est une excellente idée de dire que si on est sur une planète avec une gravité différente, cela peut faire de vous un surhomme. Oui, ça vous dit quelque chose, on en reparle après. Mais concernant la différence entre Mars et la Terre, elle est effectivement notable, la gravité sur Mars est 2,6 fois moins forte que sur Terre, donc effectivement, selon la situation, cela pourrait nous faire paraître pour un surhomme, mais forcément, le roman et le film exagèrent sur les réelles capacités que cela donne. Parce que voilà, on est dans un récit qui met en avant l'imaginaire, les exploits du héros, donc ça passe. Donc forcément, ce n'est pas réaliste, mais ce n'est pas grave. Mais bon, l'idée de départ est vraiment une bonne idée. Enfin bon, John se rend donc compte qu'il est capable de choses extraordinaires sur cette planète, et grâce à cela échappe dans un premier temps à des martiens verts de 4 mètres de haut munis de 4 bras qui finissent par le capturer. Ce groupe de martiens l'emmène dans une ville apparemment construite par des personnes de taille humaine où il est présenté au chef local. Les martiens, qui se dénomment les Tarses, un peuple guerrier fier, sont intrigués par ce petit être pourtant si fort. Il les impressionne d'autant plus qu'il tue l'un des leurs d'un simple coup de poing, s'appropriant ainsi son titre et tous ses biens, selon la coutume locale. Restant malgré tout prisonnier, John est confié à Woola, l'équivalent martien d'un énorme chien de garde, puis s'attire le respect de Tarstaras, un noble de la tribu, qui semble avoir des mœurs un peu plus douces que ses compatriotes. John découvre ensuite l'existence d'humanoïdes totalement rouges de peau. Oui, des peaux rouges. J'avoue, ce n'est pas forcément original. Dans le film, on a simplement parsemé leur peau de motifs rouges. Je vous laisse juger de la pertinence.
Enfin bon, ceux-ci sont attaqués par les géants verts, bah oui, ce sont des géants verts, lorsque leurs aéronefs survolent la cité. Durant cette attaque, il fait la rencontre de la fameuse princesse de Mars donnant son titre au roman, la magnifique Dejatoris, dont le charme ne le laisse pas indifférent, la sauvant même d'un Tarse. Et oui, les hommes, nous sommes si faibles face à la beauté des femmes. Désormais prisonnière aux côtés de John Carter, déjà, avec l'aide d'une femelle Tarse, Sola apprend aux Terriens, qui au fil du temps maîtrise la langue locale, l'histoire de Barsoom, le nom que ses habitants donnent à Mars, apprenant les guerres de pouvoir entre les différents peuples et différentes cités qui parsèment la planète, apprenant d'ailleurs que Déjà vient de la cité d'Hélium. Il apprend aussi à maîtriser une forme de télépathie permettant de capter les pensées d'autrui, sauf si celui-ci ferme son esprit. Ce qui forcément se révélera très pratique quand l'histoire en aura besoin. Menacé de supplice, John et Déjà, avec l'aide de Sola, parviennent à s'évader. Mais John Carter, se sacrifiant pour protéger la fuite de Déjà et Sola, finit captif d'une autre tribu de géants verts, les Warun. Il rencontre alors Kantos Kan, un padawan, un lieutenant de la flotte humanoïde, les deux réussissant à s'évader après s'être retrouvés dans des sortes de jeux du cirque à l'intérieur d'une arène. John Carter va ensuite errer sur Barsoom, rencontrant un gardien d'une usine à atmosphère martienne, puis rejoint Zodanga, une cité en guerre contre Hélium, où il retrouve Kantos Kan qui lui explique que Dejatoris doit être prisonnière du du Dark Jedi, du Jedark de Zodanga. Désolé, je sais pas pourquoi je me mélange dans les noms. Et sinon, un Jedark, c'est un chef de guerre. Voulant rejoindre la cité d'Hélium, John Carter sauve Tars Takas d'une attaque de Warun. Tars tue ensuite le Jedark des Tars, prenant donc son titre, alliant ainsi sa tribu avec John Carter pour attaquer Zodanga, interrompant ainsi le mariage entre Dalarden et Ming. Non, désolé, je voulais dire interrompant l'union entre le Jedark et Déjà, qui avait consenti à ce mariage pour sauver Hélium. Zodanga soumise et son chef tué, John Carter repart vers Hélium avec une flotte aérienne, libérant la ville des forces de Zodanga. Reçu avec tous les honneurs dus au nouveau héros qu'il est, John Carter épouse Dejatoris. Oui, je sais, les récits où la récompense c'est la fille, c'est un peu dépassé. Enfin bon, 9 ans passent, et alors que John Carter et Dejatoris attendent un heureux événement, on apprend que l'usine atmosphérique a cessé de fonctionner. John Carter, qui avait appris le code pour y pénétrer en lisant les pensées du gardien lors de sa rencontre avec lui, s'y rend, et après y avoir pénétré s'écroule, se retrouvant alors de nouveau dans la grotte en Arizona. 10 ans se passent, pendant lesquels John Carter ne cessera de tenter de retourner sur Mars. Intrigué par ce récit qu'il vient de découvrir, le neveu de John Carter se demande si ce mausolée ne pouvant s'ouvrir de l'intérieur ne cache pas un mystère. Et la suite, vous la découvrirez en lisant Les Dieux de Mars. Alors pour ceux ayant vu le film, on y retrouve sans problème l'histoire principale du roman, avec quelques éléments plus ou moins modifiés. Mais je reviendrai plus longuement sur ceci plus tard dans la vidéo, à un moment où cela sera plus pertinent. On va déjà s'attarder un peu sur l'auteur, Edgar Rice Burroughs, car c'est quand même un auteur états-unien qui a son importance. Burroughs est donc né en 1875, et oui, ça commence à dater, à Chicago, donc aux USA. En 1895, il tenta d'entrer dans la célèbre école militaire de West Point, mais échoua et s'enrôla comme simple soldat dans la cavalerie, avant d'être réformé suite à un problème cardiaque. Après une période d'errance et de petits boulots, Burroughs travaille dans l'entreprise familiale à partir de 1899. Après quelques années où sa vie professionnelle consiste surtout à faire des petites besognes, il commence à écrire, et va considérer qu'il est largement capable d'écrire des histoires aussi pourries que celles qu'il lit dans les pulps. Oui, c'est une drôle de façon de considérer les choses, mais bon voilà, c'était la sienne. Et le fait est que finalement, il semble qu'il n'avait pas tort, car il finit par vendre ses histoires, et non seulement de vivre de sa plume, ce qui en soi est déjà pas mal, et finit même par devenir un auteur très prolifique et très riche, en particulier grâce à une œuvre qui marqua le public. Il s'agit bien entendu du personnage de Tarzan, qu'il créa également en 1912, avec le roman Tarzan of the Apes, qu'on trouve en France en général sous le titre de Tarzan chez les singes, ou Tarzan seigneur de la jungle. Et oui, 2 titres différents, et aucune traduction correcte, allez savoir pourquoi. Enfin bon, il écrira donc les histoires de ce célèbre personnage élevé par des grands singes, qui fut un succès énorme durant plusieurs décennies, adapté maintes fois en comics, en films et en séries, et qui fut pas mal de temps quand même un des plus célèbres et lucratifs personnages de la culture populaire. D'ailleurs, par curiosité, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Tarzan, mettez-moi un commentaire, parce que ça doit être super rare. Mais bon, Tarzan, ce n'est pas de la science-fiction, ou alors vraiment sur les bords, du coup, on ne s'attardera pas plus que cela sur lui. Edgar Rice Burroughs, donc, ne crée pas que Tarzan. Et parmi ses autres œuvres qui resteront dans les annales, donc il y a John Carter, cet humain devenu un héros sur Mars, enfin Barsoom. Mais au contraire de Tarzan, qui s'est rapidement internationalisé, John Carter, peut-être parce que le cinéma ne s'en est pas emparé comme Tarzan, ne s'est pas aussi bien exporté que son frère de fiction. Bon, à ce stade, on a l'essentiel. Vous savez maintenant ce que raconte dans les grandes lignes la première aventure de John Carter. Et on sait qui est le créateur de celui-ci. Maintenant, amusons-nous à faire une synthèse très stricte de ce premier livre, c'est-à-dire épurons un maximum pour en tirer seulement les grands fils. Allons vraiment à l'essentiel. C'est vraiment nécessaire pour la suite. Et bien donc, une princesse de Mars, ça raconte donc l'histoire d'un humain qui, se retrouvant sur une autre planète, une planète plutôt aride, et s'y découvrant des pouvoirs, en devient le plus grand des héros, amenant un peuple autochtone à lutter à ses côtés pour amener la paix sur la planète, et rencontre l'amour parmi une des princesses locales. Ah, je pense que là, certains d'entre vous commencent à se dire « Mais ouais, ça me dit quelque chose ce schéma. » Bon, allez, on commence avec mon chouchou, Dune.
Donc dans Dune, le célèbre roman de Frank Herbert, on a un personnage qui arrive sur une autre planète, il s'y découvre des pouvoirs, ou pour être précis dans le code de Paul Atreides, ils sont d'abord très amplifiés lorsqu'il arrive sur cette planète, et en devient le plus grand des héros en guidant le peuple autochtone à lutter à ses côtés pour imposer son pouvoir, trouvant l'amour et épousant une princesse. Oui, il y a beaucoup à dire sur comment ce qu'est un vrai mariage d'amour dans John Carter devient pour Paul Atreides d'un côté une vraie histoire d'amour et de l'autre un mariage purement stratégique. Alors on peut trouver d'autres détails comme lorsque John Carter en tuant un Tars récupère ses biens et se trouve avoir le respect des autres. Cela rappelle beaucoup tout le passage avec Jamis dans Dune. Mais bon, je pense que déjà là les points communs sont assez flagrants, surtout si en plus je vous dis que Dune, dans les premières idées de Frank Herbert, devait se passer sur Mars. Je pense que vous voyez bien le rapport là. Alors attention, Dune a bien sûr plus de différences avec John Carter que de ressemblances. John Carter reste avant tout un récit d'aventure, où la science-fiction sert principalement à créer un monde des paysans, et c'est assez bien fait de ce point de vue. Chez John Carter, pas de philosophie, tout ce qui est politique reste assez basique, la religion reste en arrière-plan, etc., etc. Mais il y a disons quelques idées intéressantes autour de la science-fiction, comme cette histoire de gravité dont j'ai déjà parlé. Ce qui reste peut-être le plus proche de Dune, c'est la manière dont on apprend les mœurs d'un peuple autochtone. Mais bon, ça n'a pas du tout la profondeur que cela atteint dans Dune. Certainement parce que dans Dune, c'est plus l'influence de Lawrence d'Arabie qui ressort que l'influence de John Carter. Donc clairement, ce sont des œuvres qui se révèlent assez différentes au final, mais il n'empêche qu'il est facile de reconnaître la racine qu'est John Carter à l'intérieur de Dune. Pour un récit plus proche de John Carter, il faut repartir quelques décennies en arrière, car en 1934, paru aux USA un comics, créé par Alex Raymond, nous racontons l'histoire d'un humain qui arrive sur une planète extraterrestre et qui devient le plus grand des héros en combattant l'oppresseur local en s'alliant au peuple soumis. Je parle bien sûr de Flash Gordon, qui est en vérité simplement de la John Carter exploitation. Et de nouveau, au-delà de se ressembler dans l'histoire, cela reste avant tout un récit d'aventure où tout ce qui est science-fiction permet surtout de créer du fantastique et du dépaysement. On est très loin d'une science-fiction à la Isaac Asimov, Arthur C. Clarke ou même de H.G. Wells. On peut vraiment comparer cela au personnage de Tarzan qui servira également de modèle pour créer nombre d'avatars. Et en parlant d'avatar, on va y arriver, pas d'inquiétude. Enfin bon, le paradoxe, c'est que Flash Gordon a finalement pas mal évincé John Carter et s'est beaucoup mieux exploité que lui, au point que ceux de ma génération pouvaient encore lire les aventures de Guy Leclerc, et oui, il fut un temps où il arrivait qu'on francise les noms des héros dans les pages du journal de Mickey. Et la raison en est simple, et cela explique d'ailleurs aussi pourquoi Tarzan eut lui une si grande diffusion et une si grande longévité. Comme je l'ai déjà évoqué plus tôt, Tarzan, l'autre grande œuvre de Edgar Rice Burroughs, c'est l'histoire d'un type qui vit des aventures dans la jungle, donc on peut en faire facilement des films. Parce que bon, la jungle, les animaux, bon voilà, ça existe. Un peu de trucage pour les voltiges et voilà, c'est bon. En vérité, c'est un peu plus compliqué que cela, mais vous voyez l'idée. John Carter, c'était plus compliqué jusqu'à l'avènement des effets numériques. Je ne dis pas que c'était impossible, mais déjà les sauts immenses, voilà quoi. Puis des extraterrestres géants à 4 bras, c'était compliqué quand même à cette époque. Enfin, surtout en nombre. Car oui, on a vu ce genre de créatures au cinéma avec la technique du stop motion, mais le temps de présence à l'écran et le nombre de personnages étaient très limités. En vérité, il fut longtemps impossible de représenter de manière convaincante les habitants non humanoïdes de Barzoom. Alors que Flash Gordon, il fallait des effets spéciaux bien sûr, mais ils ont pu le faire. Oui, ça a vachement vieilli, et ça a certainement joué à peu de choses, mais ils ont pu rendre ceci possible avec les techniques de l'époque. Et forcément, quand on passe sur le grand écran, pour la popularité c'est le jackpot. Ainsi Flash Gordon, outre-Atlantique, devint un célèbre serial. Alors Jamy, que quoi donc étaient les serials que je vous entends parler ? Alors les serials, c'était des séries qui passaient en épisode avant les films, et parmi les personnages qui ont grandi avec ce type de serial, il y a un certain George Lucas. Vous savez George Lucas, Star Wars, tout ça, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Mais bon, avant Star Wars, le premier film de Lucas, Star Wars c'est le 3e, c'était déjà un film de science-fiction, parce que voilà, le bougre, il aimait bien ça, la science-fiction. Ainsi son premier film, THX 1138, basé sur un court-métrage d'étudiant qui avait été repéré par Francis Ford Coppola, et ouais quand même, est une dystopie où l'humanité, continuellement sous sédatif, vit dans un monde entièrement souterrain où ils sont totalement soumis à un pouvoir totalitaire, continuellement sous surveillance de robots policiers. Pour résumer rapidement, le personnage principal, THX 1138, va prendre conscience du monde dans lequel il vit et cherchera à s'en échapper. Je vous évite les détails de l'histoire, ce n'est pas le sujet ici. Alors, THX 1138, c'est comment dire, c'est l'antithèse de Star Wars. Mais vraiment. Ou plutôt, vu que c'est sorti d'abord, Star Wars, c'est l'antithèse de THX 1138. Mais surtout sur la forme. Sur le fond, il y a beaucoup à dire. Et je prépare une vidéo à ce sujet, alors un peu de patience. Mais bon, THX 1138 est un échec total à sa sortie. Et c'est un peu normal. Franchement, le film est bourré de qualité, mais il faut l'avouer, c'est un film peu engageant. Il serait même plutôt déprimant. Et George Lucas, qui a disons certaines convictions sur le monde, on va dire cela comme ça, et qui voulait les transmettre avec THX 1138, se rend compte qu'il n'a pas utilisé les bons moyens. Et effectivement, on peut avoir les meilleures intentions du monde, si on n'attire personne dans les cinémas pour transmettre son message, ça sert à rien. Et après le succès énorme de son second film, American Graffiti, qui est une toute autre œuvre sur la nostalgie des années 50, il décida de refaire une œuvre de science-fiction, mais opta pour une autre stratégie et décida de mettre en scène une aventure débridée plus proche de la fantasy que de la science-fiction. Et alors il se dit que finalement Flash Gordon correspondait bien à ce qu'il cherchait à mettre en scène. Mais pas de bol, les droits d'adaptation ne sont pas libres à l'époque. Et finalement il se dit... tant pis, je vais créer ma propre histoire. Ouais, le mégalo qui se dit, allez, vous allez voir, moi, Flash Gordon, rien à cirer, je vais leur montrer ce que c'est un grand récit de science-fiction d'aventure. Ah là là, le fou. Enfin donc, pour travailler son histoire, il va se replonger dans des classiques de la science-fiction. Et en fouillant parmi les influences de Flash Gordon, il va,
assez logiquement, découvrir John Carter, ce qui va considérablement influencer sa saga, s'inspirant à la fois du fond et de la forme et diluant ici et là des éléments dans sa saga, parfois avec des références très directes, comme par exemple la tenue de Leia lorsqu'elle est prisonnière de Jabba dans le Retour du Jedi, qui est une référence à la manière dont était représentée déjà Taurus dans nombre d'illustrations. D'ailleurs j'en profite parce que je sais que Mézières, le co-auteur de Valérian et Laureline, a souvent cité cette tenue de Leia parmi ses exemples de ce que Lucas aurait pris à Valérian et Laureline. Mais comme la plupart de ces exemples, cela ne fonctionne pas car on a des équivalents provenant de tas d'autres artistes qui sont antérieurs ou en gros de la même époque que son œuvre. Enfin bon, il faudrait que je prenne le temps un jour de m'attarder sur cela, mais pour l'instant revenons à nos moutons électriques. Parmi les éléments directement empruntés à John Carter pour Star Wars, il y a le héros se retrouvant sur une planète de géants qu'il va entraîner dans son combat. Comment ça ne vous dit rien? Ah mais oui, mais parce que ça c'était dans le scénario original, qui fut pas mal modifié ensuite, et finalement un seul de ces géants servit pour devenir Chewbacca. Et quand l'idée fut reprise dans le Retour du Jedi, les Wookiees ont été inversés. Ce sont devenus des êtres tout petits, mais le schéma, lui, fut repris. Et pour ceux qui n'auraient jamais fait attention, Ewoks et Wookiees à l'envers. Oui, je sais, c'est souvent quand c'est flagrant qu'on ne voit pas les choses. Ainsi, les Ewoks, donc le peuple autochtone, rejoignant les héros pour lutter contre l'oppresseur, est un héritage direct de John Carter. Alors il y aura d'autres influences, comme le fait de libérer une princesse, sauf que Leia se révélera beaucoup plus qu'une simple demoiselle en détresse, ou encore le combat dans l'arène de Star Wars épisode 2 totalement hérité d'un combat dans une arène présentant des similitudes dans une princesse de Mars. Comme pour Dune, le but n'est pas ici de lister toutes les références, mais de donner assez d'exemples pour que vous voyez bien l'héritage de la saga John Carter dans Star Wars. Enfin bon voilà, de toute manière George Lucas a lui-même cité Edgar Rice Burroughs parmi ses influences, donc dans ce cas précis, il n'y a pas vraiment de débat. Après, Star Wars, au final, c'est une synthèse de plein d'œuvres. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur ma vidéo montrant les liens entre Dune et Star Wars. Et j'aurai encore l'occasion d'en parler dans l'avenir, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon maintenant, il est temps de m'attarder sur un personnage qui lui aussi aura marqué la culture populaire, c'est-à-dire Superman. Alors Superman, c'est à la fois le moins et le plus évident des exemples. Il faut avouer que si l'on met côte à côte une image de John Carter et de Superman, on se dit que ce sont deux œuvres qui n'ont absolument rien à voir, alors que c'est l'inverse, l'un est totalement un miroir de l'autre. Comment cela, me direz-vous ? C'est très simple. Si John Carter est un humain qui, en arrivant sur Mars, grâce à la différence de gravité, se découvre super fort et peut faire des bons immenses, Superman est un extraterrestre qui, de fait de la différence entre sa planète et la Terre, se révèle extrêmement fort sur Terre et fait des bons immenses. Pour rappel, il ne vole pas à l'origine. Oui, je sais, ça peut sembler fou. Mais dans les premiers récits, il saute, c'est tout. Sa capacité à voler arrivera plus tard. Et sans aucune explication, ces sauts vont devenir des vols. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire les comics originaux de Superman pour se rendre compte à quel point le personnage actuel n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était au tout début. Enfin bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est flagrant que c'est totalement le même schéma mais inversé, puisque ce n'est pas un humain qui se retrouve sur une planète où ses capacités physiques deviennent hors du commun, mais un extraterrestre rencontrant le même sort en arrivant sur Terre. Alors pour remettre dans le contexte, les auteurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, ont testé plusieurs histoires avant de trouver cette formule qui a rencontré le succès que l'on connaît. C'était des grands amateurs de récits fantastiques, et toutes leurs idées étaient dans ce type de récits. Donc la question de savoir s'ils connaissaient John Carter ne se pose même pas, les récits d'Edgar Rice Burroughs faisaient partie des récits fantastiques et de science-fiction les plus populaires aux USA durant la jeunesse des créateurs de Superman. Et donc, quand on sait que Superman est le récit qui lance le comics de super-héros, avec toute la vague qui s'en suivit ensuite pour arriver au fil du temps à tous les super-héros que l'on connaît maintenant, on voit bien comment les récits d'Edgar Rice Burroughs ont une place essentielle dans la culture américaine, et mondiale. Bon, déjà à ce stade, j'ai pas mal montré l'impact qu'a eu John Carter sur nombre de récits d'auteurs états-uniens. Mais pour finir, je veux parler d'une œuvre qui ne vient pas d'un états-unien, mais d'un Canadien. Car oui, James Cameron est canadien. Mais bien sûr, sa culture est extrêmement influencée par la culture américaine. Et c'est également un passionné de science-fiction qui aura réalisé plusieurs films. De très bons films d'ailleurs, appartenant à ce genre. Et dans le cas qui nous concerne, il est temps de nous attarder sur ce qui est d'ailleurs sa dernière œuvre à ce jour, Avatar. Alors en vérité, on va surtout s'intéresser au premier Avatar, qui raconte donc l'histoire d'un humain arrivant sur une planète où il va acquérir des compétences physiques qu'il n'avait pas, et devenir le héros d'un peuple autochtone de géants. Pour tout dire, j'imagine bien que pour beaucoup, à ce stade de la vidéo, le lien a déjà été fait dans leur tête entre Avatar et John Carter. Ce qui est intéressant, c'est que James Cameron indique la référence directe à John Carter par un détail qui n'aura pas échappé aux observateurs. Le fait que sur Pandora, la plupart des animaux ont 4 membres supérieurs. Alors pas les Navy, mais on peut comprendre par l'observation de la faune que c'est l'évolution qui les a amenés à avoir seulement 2 membres. Mais ce détail, c'est un peu James Cameron qui dit « Bah oui, Avatar est une évolution de John Carter. Ce sont bien des géants qui ont failli avoir 4 bras comme dans John Carter. Et ils sont bleus au lieu d'être verts, mais disons qu'ils ont une couleur qui n'est pas celle d'être humain. » Alors Avatar, il faudra bien sûr que je fasse une vidéo dessus, ne serait-ce que parce que si bien sûr les affiliations avec John Carter sont évidentes, les affiliations avec l'œuvre de Frank Herbert, à la fois le cycle de Dune et le programme Conscience, sont disons également assez fortes. Et bien sûr il y a beaucoup de choses à dire sur le film en lui-même. Mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Revenons plutôt à John Carter, donc, dont le héros d'Avatar est, heureusement j'ai envie de dire, une réactualisation plus dans l'air du temps, à l'instar de nombre de récits qui l'aura inspiré. Car, il faut bien l'avouer, il y a des choses qui ont un peu vieilli dans le récit d'Edgar Rice Burroughs, que l'adaptation d'ailleurs a en partie gommé. Mais bon, peut-être cela faisait-il trop partie de l'essence du personnage pour pouvoir modifier cela sans le trahir. Au fond, John Carter, c'est un héros qui peut paraître daté. Il symbolise l'américain conquérant, celui qui a toujours raison car il a la bonne culture, vision assez simpliste avouons-le. Mais attention, ce n'est pas bêtement raciste comme certains peuvent le dire parfois. Au final, le héros
après être devenu le frère d'âme de créatures très différentes de lui, épouse une peau rouge. Alors oui, on peut trouver cela simpliste, ce n'est pas exempt de défauts, mais évitons de trop voir ce récit sous un seul angle. Au final, ça ne donnerait qu'une analyse assez caricaturale. Quoi qu'il en soit, le scénario de l'adaptation de 2012 a modifié un peu cela. Dans les différences notables, si John Carter est toujours un ancien soldat sudiste, on a retravaillé son histoire pour le montrer clairement refusant de massacrer des Indiens, ce qui n'est absolument pas dans le roman. Et la princesse n'est plus une simple beauté à sauver, elle est une scientifique dont le rôle dans sa société est crucial. On voit ainsi très bien la volonté de laisser le récit et de l'accorder aux années 2000. Mais est-ce que finalement on ne dénature pas une histoire lorsqu'on fait de la sorte? Alors vous allez me dire, je suis en train de m'étendre sur l'adaptation de John Carter alors que j'étais en train de parler d'Avatar. Eh ben parce que justement, est-ce que finalement, la vraie adaptation actuelle et réussie de John Carter, ça ne serait pas Avatar? On reprend bien le même schéma, mais avec un contexte de science-fiction beaucoup plus réaliste, et pour être sûr de gommer un maximum l'archétype du héros blanc sauveur et amenant la paix dans les peuplades sauvages, du moins par certains aspects, et complètement traité différemment avec un personnage devenant l'autre, et où l'exploiteur, venant d'un autre monde, comprend que sa culture, ses valeurs, ne sont pas juste uniquement par principe. Alors on peut critiquer que ça reste un héros humain, au départ en tous les cas, mais l'évolution est tout de même intéressante, surtout que le personnage humain blanc classique est clairement, et caricaturalement aussi, il faut l'avouer, montré clairement comme le méchant du film. Ainsi, on est avec cela complètement dans une réécriture de tout un pan des récits de ce type. Cela pose une question intéressante. Certains récits ne doivent-ils pas simplement garder leur place dans le cas de John Carter, d'être une brique essentielle dans la construction de la science-fiction d'aventure, et les laisser vivre et évoluer à travers toutes les œuvres qu'elles ont inspirées. D'une certaine manière, John Carter est resté dans notre culture depuis sa création, car tous les récits s'inspirant de lui l'ont fait évoluer, s'adapter au fil des époques. Alors bien sûr, les inspirations les plus proches n'évolueront pas beaucoup, et finalement Flash Gordon possède les mêmes défauts et clichés, peut-être pire encore, mais si on prend Superman déjà, avec ce personnage immigré qui à la fois respecte, protège ceux qui l'ont accueilli et reste héritier de sa culture, il portera un message qui, si bien sûr est loin d'être sans défaut, aura le mérite d'être plus intéressant que je suis un héros américain blanc conquérant, donc forcément ma façon d'agir est juste. Je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Dans ce type d'évolution, d'une pouvant donner l'impression d'avoir aussi un sauveur blanc comme héros, est en vérité une énorme mise en garde de ce type de personnage, et il est presque hors catégorie tant son sous-texte politique, religieux, écologique, etc. se révélera très riche. De son côté, Star Wars, tout en assumant de porter d'anciennes valeurs issues de récits classiques, modernisera à nouveau cette image de héros trop parfait avec des personnages plus complexes, souffrants, incertains, explorant même un personnage qui passera de héros à destructeur de masse. Et nous arrivons donc au final à Avatar, qui se veut quasiment une réécriture totalement réactualisée du récit original de John Carter. Finalement, il semble que John Carter n'a jamais eu besoin d'une adaptation, car il avait déjà été adapté maintes fois et vivait depuis longtemps à travers nombre d'œuvres populaires. Alors du coup, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à découvrir John Carter? Oui. Déjà, si on s'intéresse à la science-fiction, il est très intéressant de découvrir cette histoire qui porte tant de germes. Et quant aux aspects du récit qui ont aujourd'hui, disons, pris un coup de vieux, et je comprends que cela pourrait en rebuter certains, il faut rester conscient que cela reste avant tout un récit d'aventure efficace nous emmenant de des terres propices à l'imaginaire et au fantasme, nous amenant à découvrir des peuples différents que nous apprenons à apprécier, même s'il y a des maladresses et une vision paternaliste. Cela n'efface heureusement pas les qualités du récit. Et même si personnellement j'adore une science-fiction qui sait nous triturer les méninges, eh bien cette aventure des paysans, ce type de récit fantastique qui sait nous emmener dans d'autres mondes pour y vivre des aventures hors normes, eh bien c'est aussi pour ça que j'aime la science-fiction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les abonnés fidèles et bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas que pour faire vivre une chaîne, il faut des likes, des commentaires. Alors je compte sur vous et à bientôt pour l'exploration d'une autre œuvre marquante de la science-fiction. Bye bye!